Bienvenue sur Les Jongleuses, le podcast qui vous donne les clés pour jongler avec légèreté entre toutes les facettes de votre vie. Je suis Ruth Manou, coach de vie et future psychologue. Je suis aussi 2 fois maman, passionnée de musique et de pop culture. Et chaque semaine, je m'inspire de tout ça pour vous aider à retrouver votre voix intérieure, loin des injonctions et des chemins balisés. Pourquoi ? Pour que vous puissiez jongler avec fluidité entre toutes les facettes de votre vie. Je vous donne rendez-vous tous les vendredis pour un nouvel épisode. Abonnez-vous à la newsletter ou sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des nouvelles sorties. Et je compte sur vous pour partager largement autour de vous et pour laisser une pluie d'étoiles et de commentaires partout où c'est possible. Bonne écoute! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce qui pour moi est la base quand on veut jongler de manière plus fluide entre toutes nos balles, tous les aspects de notre vie. Cette base, c'est le fait de mieux se connaître et de développer une réelle intimité avec soi-même. On va parler en particulier d'un moyen pour parvenir à ça, qui est de développer sa capacité d'introspection et son intelligence émotionnelle. Mais avant de passer tout de suite à des questions de moyens ou de méthodes, parce que je tiens vraiment à ce que ce soit vous qui le décidiez pour vous-même, avant donc de parler du comment, je vous propose de parler du pourquoi. Et avant de parler du pourquoi, je vous propose de définir de quoi on parle, de parler du quoi. Et donc pour être bien sûr qu'on parle de la même chose, qu'est-ce que c'est exactement la capacité d'introspection et l'intelligence émotionnelle ? Commençons par la capacité d'introspection. C'est la capacité qu'on a à s'observer soi-même. Cette capacité s'appelle aussi la métacognition. Et elle désigne la capacité d'avoir une réflexion sur nos propres états mentaux. C'est la capacité à penser son propre fonctionnement mental, ou tout simplement à penser ses propres pensées, si vous voulez. Mais pas seulement ses propres pensées, parce qu'un état mental, comme j'ai dit tout à l'heure, ça désigne les pensées, certes, ça désigne les raisonnements, les opinions, mais ça désigne aussi les ressentis émotionnels ou bien les sentiments. Et pour la plupart d'entre nous, on est capable d'accéder avec plus ou moins de facilité à nos pensées rationnelles, on est capable de décrire nos raisonnements, nos opinions sur telle ou telle chose, mais pour ce qui est d'accéder à notre vie émotionnelle et à la pensée, ou encore mieux à la vivre pleinement, là c'est une autre paire de manches. Et ce n'est pas tellement surprenant en fait parce qu'on n'a jamais été habitué dans la plupart des cas à être vraiment au contact de nos émotions. Personne ne nous a appris à décoder ces émotions, à savoir ce qu'elles voulaient dire et à les utiliser correctement. En revanche, ce qu'on nous a appris dès l'enfance, c'est à ne pas écouter nos émotions et nos ressentis internes. On va dire à un enfant qui tombe, mais non, regarde, tout va bien, tu n'as pas de bobo, allez, arrête de pleurer, c'est pas si grave, non, tout va bien. Donc forcément, on grandit avec cette idée que si nos émotions ne sont pas valides et si elles ne sont pas dignes d'être écoutées, pourquoi est-ce qu'on perdrait du temps à les écouter ? Pourquoi est-ce qu'on se fierait à elles ? Et donc dans la plupart des cas, on va plutôt passer nos vies à écouter nos têtes, voir des opinions extérieures, voir les avis des autres, plutôt que de regarder spontanément vers l'intérieur d'abord. Et si on ne fait pas attention, quand on devient parent, ça devient très facile de répéter ce cycle avec nos enfants parce qu'on n'a tellement pas été habitués nous-mêmes à être au contact de nos propres émotions que gérer des émotions brutes, sans filtre, telles que peuvent les vivre de très jeunes enfants, ça peut être vécu comme une réelle agression. On ne va pas montrer ses émotions au travail, sinon on est hystérique. Ou alors on va avoir ses règles si c'est de la colère, ou bien c'est trop la honte si c'est des larmes. Et en plus, on vit dans une société très cartésienne, où l'esprit est maître, vraiment. Où le corps est peu célébré, peu évoqué même autrement que comme objet politique. On va parler des enjeux de santé autour du corps physique, on va parler du corps et de sa corpulence, on va parler du corps des femmes, lieu de nombreuses luttes, on va parler de l'entretien du corps par le sport ou l'alimentation, on va parler de libération sexuelle, éventuellement. Mais le corps comme lieu de plaisir, de sensualité autre que sexuelle, ou même comme le siège d'une vie intérieure qui n'est pas seulement organique, biologique, digestive, organique, ça on en parle peu. Or, une grande partie de la vie émotionnelle se joue dans le corps. Les mains moites quand on appréhende quelque chose,
le cœur qui s'emballe, les papillons dans le ventre, les frissons de plaisir qui parcourent la peau, le cœur qui se gonfle d'amour, les muscles qui se tendent de colère, l'estomac qui se noue, le dos qui finit par être douloureux à force d'accumuler du stress ou de la colère, les épaules noueuses pour les mêmes raisons, etc., etc., etc. Vous l'aurez compris, les émotions se ressentent dans le corps. Alors oui, on va venir leur donner du sens avec nos pensées, avec notre esprit, mais une grande partie de notre vie émotionnelle se joue dans notre corps. Alors, puisqu'on parle de vie émotionnelle justement, est-ce qu'il serait pas temps de définir l'intelligence émotionnelle pour être sûr qu'on parle de la même chose ? Donc l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité de reconnaître, de comprendre et de maîtriser ses propres émotions et à composer avec les émotions des autres. Mais alors qu'est-ce qui se passe si on a été conditionné à ne pas écouter ou à ne pas tenir compte de nos émotions ? Qu'est-ce qui se passe si on ne considère pas notre corps comme une entité douée d'intelligence et dotée de son propre langage qu'il faut apprendre à décoder ? Qu'est-ce qui se passe si on est uniquement dans la valorisation, voire la glorification de l'intelligence rationnelle ? Eh bien, en termes d'impact, et pour faire une analogie avec le corps justement, c'est comme si on vivait notre vie entière à ne se servir que d'un œil, alors que les deux sont en capacité de voir, ou à ne se servir que d'une jambe, alors que les deux sont en parfait état. Pour comprendre le lien entre les émotions et le reste de notre vie intérieure, la plupart des approches en coaching utilisent un modèle qui est issu de la psychologie cognitive et comportementale, qui dit que nos pensées influencent nos émotions et que nos émotions, à leur tour, influencent nos actions. C'est un modèle qui est génial quand on veut commencer à travailler sur soi et à apprendre à mieux se connaître. Mais je voudrais juste le nuancer un peu. Déjà, c'est un modèle parmi d'autres, et c'est important de se le dire parce que ce n'est pas le seul modèle qui existe pour faire le lien entre nos émotions et le reste de notre vie intérieure. La deuxième chose, c'est qu'il laisse aussi de côté l'environnement dans lequel on baigne. Si notre environnement est toxique, si on est entouré de personnes néfastes, si on vit dans un contexte difficile, en fait, ça risque d'affecter nos pensées. Et troisième chose, certaines de nos émotions sont parfois causées par un phénomène qui nous vient tout droit de l'évolution de notre espèce et qui s'appelle la contagion émotionnelle. Où là, face à une personne qui a une réaction émotionnelle très forte, on va avoir tendance à adopter ses mimiques, ses expressions, grâce à l'action de nos neurones miroirs. Et ces neurones, en fait, font une photo de l'action de l'autre et l'imitent. Et c'est la manifestation corporelle, donc qu'on va avoir à travers les mimiques et la gestuelle qui va provoquer notre réaction émotionnelle. Et ensuite seulement, on va venir y donner du sens avec nos pensées. Tout ça pour vous dire que les choses ne sont pas linéaires pour les êtres complexes et multidimensionnels que nous sommes. Ensuite, on ne vit pas dans des bulles. On vit dans des environnements qui nous influencent autant que nous les influençons. On vit rarement coupé de tout et de tous. On est des animaux sociaux et on est en permanence dans l'influence mutuelle les uns avec les autres. Si je vous partage ça, c'est dans une logique de déculpabilisation. Si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes intéressé par cette idée d'apprendre à mieux vous connaître pour mieux jongler entre toutes les facettes de votre vie. Et on va y arriver, mais je veux juste vous signaler que sur le chemin, il y aura parfois des petits cailloux et que ça ne sera pas seulement ou toujours parce que vous n'avez pas soigneusement choisi ou géré vos pensées. Soyez indulgente envers vous-même sur ce chemin. Parenthèse refermée. Continuons. Donc vous aurez compris que j'adore les analogies et les exemples. Donc je vous propose de continuer avec un exemple concret, juste histoire de voir ce qui peut se passer pour nous quand on n'est pas du tout au contact de ce qui se joue dans notre tête et dans notre corps. Imaginons une femme, on va l'appeler J. J est maman d'une petite fille de 2 ans et demi et elle travaille à plein temps. Tous les soirs, c'est elle qui récupère sa fille et qui gère la séquence repas, bain et dodo. Et tous les soirs, c'est la même rengaine. Sur le chemin pour aller à la crèche, elle se projette dans sa soirée, elle se dit qu'elle va faire de son mieux pour passer un bon moment avec sa fille. Elle est contente de retrouver sa fille, mais sur le chemin, avec elle, une fois qu'elle l'a récupérée, elle fait face à une première crise quand J refuse de s'arrêter à la boulangerie à la demande de sa fille pour acheter des bonbons en rentrant. Elle sent que ses bonnes résolutions s'effritent, elle sent son agacement pointer le bout de son nez.
Et donc là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend sur elle, elle respire un grand coup et elle se dit que ce soir, vraiment, elle va pas s'énerver. Mais après que sa fille a fait sa 4e crise de la soirée, elle perd patience et elle crie. Elle regrette bien sûr, elle essaie d'appliquer les conseils en parentalité positive qu'elle a lus ici et là. Et à la fin de la soirée, elle a un goût amer dans la bouche et elle se promet que demain, elle fera mieux. Maintenant, voyons ce qui se passe dans la tête et le corps de J pendant ces quelques heures. Au moment où elle se briefe de manière consciente pour faire de son mieux, elle a aussi des pensées automatiques qui défilent dans sa tête sans qu'elle n'en ait conscience. Et ça peut ressembler à j'espère qu'elle ne sera pas trop fatiguée. Moi, je suis vraiment fatiguée. Je suis vraiment pas une bonne maman. Mais comment font les autres pour être toujours aussi calmes? Après, il faudra que je me remette à bosser. J'aimerais bien avoir plus de temps pour souffler. Mais ces pensées automatiques-là, elle ne les entend pas. Du coup, elle ne comprend pas la boule au ventre qu'elle a en allant chercher sa fille. Et elle ne comprend pas pourquoi elle a cette boule au ventre alors qu'elle est heureuse de retrouver sa fille. Et en fait, cette boule au ventre, elle est là en réaction aux pensées automatiques qu'elle a eues et qui ont provoqué une réaction physiologique et émotionnelle chez elle. Elle va ignorer cette boule au ventre de manière plus ou moins inconsciente. Plus tard, quand sa fille va faire sa crise, elle va essayer de mettre en place des choses dont on lui a dit, des personnes extérieures lui ont dit que c'était ce qu'il fallait faire. Mais elle n'a jamais pris le temps de se demander ce que elle, J, avait envie de faire dans cette situation. Et en plus de ça, elle ne se rend pas compte que sa boule au ventre prend de plus en plus de place. Elle ne se rend pas non plus compte qu'en miroir de sa fille en colère folle, tous ses muscles se sont tendus et que ses épaules se sont soulevées et sont restées comme ça toute la soirée. Et ça, c'est sans compter toutes les pensées automatiques qui ont continué à défiler dans sa tête toute la soirée. C'est quand même pas juste que ce soit moi qui doive m'occuper d'elle tous les soirs. Je me fais avoir quand même. Ah ouais, c'est la faute du patriarcat. Je ne vais jamais y arriver. Elle est adorable. Oh, qu'est-ce qu'elle m'énerve. Oh, mais comment je peux penser ça de mon enfant? Et toutes ces pensées, elles vont créer un cocktail de réactions émotionnelles et physiologiques dans son corps. Et à la fin de la soirée, elle a un goût amer dans la bouche. Elle est lessivée. Elle ne comprend pas comment, encore une fois, elle a loupé sa soirée avec sa fille. Avec des guillemets sur loupé. Et en réalité, elle va passer sa soirée à vivre ce double phénomène en permanence. Toute sa vie même, si elle ne fait rien. Elle va avoir envie de faire les choses d'une certaine façon et elle va se retrouver à l'opposé de ce qu'elle voulait sans trop comprendre pourquoi ni comment elle est arrivée là. Et en vrai, pour la plupart d'entre nous, c'est comme ça qu'on traverse nos vies, sans comprendre qu'on a un grand pouvoir sur la façon dont les choses peuvent se passer. Bien sûr, il y a des facteurs extérieurs. Évidemment, les facteurs extérieurs et notre environnement ont une influence. Mais on a aussi un grand pouvoir en réalité. Et ce pouvoir, il réside dans notre capacité à faire la lumière sur ces pensées automatiques qui impactent nos émotions, notre humeur et nos comportements sans même qu'on sache qu'elles sont là. Ce pouvoir, il réside dans notre capacité d'introspection, dans notre métacognition. Et la bonne nouvelle, c'est que cette capacité d'introspection, c'est comme un muscle, ça se travaille et ça se développe. La deuxième bonne nouvelle, c'est que la plupart d'entre nous sommes déjà capables de l'exercer pour accéder à nos opinions et nos pensées rationnelles. Donc l'idée, ça va être d'utiliser cette capacité à laquelle nous avons déjà toutes et tous accès pour aller explorer d'autres aspects de notre vie intérieure. Nos pensées automatiques, celles qu'on n'entend pas ou qu'on ne voit pas défiler, mais aussi nos contradictions, nos croyances limitantes, nos généralisations sur le monde qui nous entoure, qui peuvent aussi être limitantes, nos stéréotypes, nos archétypes internalisés, mais aussi et surtout nos émotions. Et c'est cette exploration qui va permettre de faire la lumière sur les choses à l'intérieur de nous qui peuvent parfois gripper la façon dont on jongle avec toutes nos balles. C'est cette exploration qui va nous aider à développer une réelle intimité avec la personne que nous sommes vraiment au fond et qu'on connaît parfois peu ou mal. Et cette intimité-là, elle est précieuse parce que c'est ce qui va nous servir de boussole pour jongler avec le jeu de balles qu'on a, là tout de suite, maintenant, entre nos mains. Et c'est aussi ça qui va nous permettre de poser les balles qui ne nous servent plus ou encore de faire de la place pour aller en chercher ou en construire de nouvelles pour nous-mêmes.
C'est cette intimité qui va nous permettre de gagner en clarté sur ce qui se passe dans notre quotidien, qui va nous permettre de faire la part des choses entre ce qu'on peut changer en nous-mêmes et ce qu'on veut changer, ou sur ce qu'on décide de changer à l'extérieur dans notre environnement. Imaginons que vous faites face par exemple à une ambiance de travail dite horrible par exemple. Cette intimité va vous permettre de vous poser des questions du style: est-ce que la situation au travail est vraiment horrible ? Ou bien est-ce que ce sont mes pensées et mes ressentis sur ma situation au travail qui me la rendent insupportable ? Le but ici n'est pas de modifier vos pensées à tout prix pour supporter tout et n'importe quoi, entendons-nous bien. Le but est de vous connaître tellement sur le bout des doigts que vous êtes capable sans l'ombre d'un doute de dire: oui, ma situation au travail est vraiment toxique, objectivement difficile, et si je continue comme ça, je vais me ruiner la santé. Ou alors de vous dire: ah tiens, quand je décide de changer de regard sur mon chef, par exemple, ou sur mes collègues, d'un coup, les choses ne me paraissent plus si horribles que ça. On arrive bientôt à la fin de l'épisode. Est-ce qu'il serait pas temps de conclure sur une petite métaphore des familles pour bien illustrer ce qu'on cherche à faire en développant notre métacognition ? Si. En fait, c'est comme si on habitait une maison immense depuis des années et qu'on utilisait seulement 1 ou 2 pièces. On sait vaguement qu'il y a d'autres pièces, mais on ne sait pas vraiment combien, ni ce qu'on pourrait en faire. On a une vague idée de ce qu'il y a derrière les portes de ces pièces. Pour certaines, on les a ouvertes il y a longtemps pour y déposer des vieilles affaires et on n'y a plus touché. Et pour d'autres, ce sont d'autres personnes qui sont venues y stocker leurs vieilles affaires. Donc on sait à peu près ce qu'il y a dans ces pièces, mais on n'en est pas bien sûr. Et là, on arrive à une phase de notre vie où on a envie d'utiliser toute notre maison. On a envie de faire de la place pour y recevoir nos amis, on a envie d'utiliser une pièce pour faire une salle de gym, une autre un studio de musique, peu importe. Mais on ne le fait pas parce qu'on a le sentiment qu'on n'a pas la place de faire tout ça. Eh bien, ce que je vous propose, c'est justement de vous rendre compte que vous avez la place, que vous pouvez avoir de la place. Simplement, il faut passer par un grand ménage de printemps pour révéler le potentiel de votre grande maison, pour y laisser entrer la lumière partout et faire en sorte que l'air circule bien et que vous puissiez en utiliser chaque recoin. On arrive à la fin de cet épisode où nous avons exploré pourquoi c'est important de muscler sa capacité d'introspection et son intelligence émotionnelle pour jongler de façon plus fluide avec toutes les facettes de notre vie. Il est maintenant temps d'explorer le comment et je vous propose de le faire dans l'épisode de la semaine prochaine. Et si vous êtes vraiment trop impatiente et souhaitez dès maintenant aller plus loin sur les concepts présentés dans cet épisode en étant accompagnée dans le cadre du coaching, je vous invite à en discuter ensemble. Il vous suffira simplement de cliquer sur le lien dans les notes de l'épisode pour réserver votre créneau gratuit d'1 heure. Ce sera l'occasion pour vous d'expérimenter ce que le coaching peut vous apporter pour jongler de manière plus fluide avec toutes les facettes de votre vie. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain et d'ici là, prenez soin de vous.